Bonjour, bienvenue dans ce module de correction de l'activité 2, les différentes trajectoires. À partir de cette activité-là, je vais vous proposer à chaque fois le même schéma de construction des activités. Donc on va commencer par un QCM de mémorisation de 5 questions qui va vous permettre de répondre donc très rapidement, puisque c'est un QCM, à des notions qu'on a vues avant. Donc avant, ça peut être la semaine avant, ça peut être un mois avant. Le fait est que quand on revoit une notion, quand on se la remet en tête, ça permet la mémorisation à plus long terme. Ensuite, on passe sur une phase d'automatisme pour un entraînement aux automatismes qui sont nécessaires pour la troisième. Donc, vous avez pu voir qu'il y avait des calculs de conversion, qu'il y avait aussi des calculs de lecture, enfin des exercices de lecture de graduation. Et il y a aussi des entraînements pour arriver à trouver la formule chimique à partir d'une composition atomique ou l'inverse. Et puis après on enchaîne avec la nouvelle activité. À quel atome correspond le symbole O? Là vous ne devez pas hésiter, c'est l'oxygène. Attention là-dedans, il y a un piège, le dioxygène ce n'est pas un atome, c'est une molécule. Quel est le symbole de l'atome d'azote? Vous aviez A, Z, A, T, N. L'azote fait partie des exceptions où le symbole ne correspond pas à la première lettre de l'atome, tout simplement parce que le symbole a été donné sur la prononciation anglaise du mot azote, qui se dit du coup nitrogen. Quelle est la formule chimique de la molécule d'eau? Sélectionnez la bonne réponse. Pareil, pas d'hésitation à ce niveau-là, j'espère. Continue. Quelle molécule a pour formule chimique O2? L'oxygène, le dihydrogène, le dioxygène ou le dioxyde de carbone. Donc, O2, ça veut dire 2 atomes d'oxygène. On a donc la molécule de dioxygène. Quelle est la composition de l'air qui nous entoure? Et là, vous allez me dire, ça remonte. Oui, ça remonte, mais vous n'êtes pas censé l'oublier. Donc, on avait le choix entre 4 compositions différentes qui font intervenir du dioxygène, du diazote, du dioxyde de carbone dans différentes proportions. Dans l'air qui nous entoure, il n'y a pas beaucoup de dioxyde de carbone. C'est quelque chose qui est rejeté, qui participe aux gaz à effet de serre qu'on a vu, certes, mais c'est pas ça le composant principal de l'air. Les deux composants sont le dioxygène et le diazote. Après, il faut arriver à avoir les bonnes proportions, et donc c'est 20% de dioxygène environ et 80% de diazote. On passe aux automatismes. Conversion. Le volume contenu dans un verre est de 25 centilitres. Convertir ce volume en litres. Donc là, vous prenez un tableau, vous le faites au brouillon, vous trouvez votre façon de faire, mais il faut que vous arriviez à convertir sans vous tromper, parce qu'après, les conversions font partie des erreurs les plus nombreuses des élèves quand ils se retrouvent au lycée, ce qui est quand même dommage, puisqu'après, les formules se compliquent. Donc 25 centilitres, ça correspond, si on rajoute un 0, à 250 millilitres, et donc si on le met dans notre tableau, c'est en fait 0,25 litres, qu'on peut aussi écrire 0,250, ça dépend comment vous avez l'habitude, les deux réponses étaient correctes. Composition atomique. La théobromine est une molécule qu'on retrouve dans le chocolat. Elle a pour formule chimique C7H8N4O2, indiquer la composition atomique de la théobromine. Donc à partir de cette formule, on veut une phrase. Souvenez-vous, la composition atomique, c'est une phrase. Donc ici, on va dire 7 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène, 4 atomes d'azote et 2 atomes d'oxygène. Ici, vous avez la réponse qui vous est donnée tout de suite après. Et on fait l'inverse. Formule chimique. Le principal composant du gel hydroalcoolique est l'éthanol. La molécule d'éthanol contient 2 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Indiquez la formule chimique. Ici, je vous précise encore une fois que dans vos réponses, vous ne pouvez pas donner les chiffres en indice, même si c'est l'écriture correcte d'une formule chimique. Donc, je vous demande juste de respecter les symboles. Donc ici, on commence avec le carbone. Donc, on a un C majuscule. Le nombre d'atomes qu'on place juste après et pas avant. Et ensuite, sans espace, on enchaîne avec les autres atomes qui composent la molécule. Donc, on est H6 et un seul atome d'oxygène, donc on met O sans marquer le 1.
Passons maintenant à la nouvelle activité. Donc la dernière fois, sur l'activité, sur le référentiel, je vous avais posé une question, je vous avais dit de regarder cette vidéo et de me dire à la fin, lorsque les deux parachutistes sont ensemble en train de tomber, il y en a un qui ouvre son parachute et de me dire, d'après vous, puisqu'on le voyait depuis l'autre parachutiste, d'après vous, quel est son mouvement? Et je vous avais dit que je pouvais parier que la plupart d'entre vous allaient me dire qu'il remonte. Mais est-ce qu'il monte vraiment? C'est ça qu'il faut se voir. Et c'est là où la notion de référentiel prend toute son importance. Donc si on réfléchit un peu, on se rend compte que ce n'est pas possible que le parachutiste remonte. On sait bien qu'avec ou sans parachute, il va continuer de tomber. Donc tout est une question de référentiel. Au début du saut, les deux parachutistes tombent à la même vitesse. Donc ils sont toujours au même niveau. Et si on les regarde l'un par rapport à l'autre, ils sont immobiles tout en tombant. Et oui, c'est le principe du référentiel et de la relativité du mouvement. Donc quand le parachute s'ouvre, les vitesses de chute deviennent différentes. Donc celui qui a ouvert son parachute tombe beaucoup plus lentement. Donc sa vitesse, elle passe de 200 km/h à 20 km/h en un instant, juste l'instant de l'ouverture du parachute. Donc si on se place du point de vue du parachute qui n'a pas ouvert, du parachutiste pardon, qui n'a pas ouvert son parachute, son collègue va donc donner l'impression de remonter, mais en fait il remonte par rapport à lui, il ne remonte pas par rapport au sol. En avant pour la nouvelle activité. Donc à partir de quelques situations simples, nous allons voir ou revoir, puisque c'est des notions déjà vues, les différents types de trajectoires. Ci-dessous, plusieurs images. Il y a des automobiles qui circulent sur l'autoroute, vues depuis un building, des avions qui volent dans le ciel, un skieur qui dévale une piste et la Terre qui tourne autour du Soleil. Qu'ont en commun toutes ces images? Donc là, c'était une question à vous poser. Et je vais vous donner la réponse ici. Toutes ces images montrent des objets qui sont en mouvement et qui suivent des trajectoires. Donc ça, c'est la nouvelle notion. Les trajectoires sont matérialisées par les feux des voitures qui circulent la nuit, qu'on peut enregistrer avec un appareil photo, les fumées laissées par les avions dans le ciel, ou par exemple le déplacement de la neige par le skieur. Et en fait, ces déplacements qu'on peut voir, ces fumées, etc., ça va matérialiser les différents déplacements des objets au cours du temps. Et en fait, c'est ça, la trajectoire. Donc si on regarde la définition officielle, la trajectoire d'un objet se déplaçant est l'ensemble des positions successives de cet objet au cours du temps. Ici, je profite de cette correction pour vous le dire. Pour tous ceux qui sont sur tablette ou qui sont sur téléphone ou qui ont des problèmes avec ces consignes qui parfois sont très grosses, soit vous dézoomez, soit sinon vous avez la possibilité d'appuyer dessus pour faire disparaître la consigne. Ça a été demandé plusieurs fois lors des classes virtuelles, donc je le dis ici. Donc il existe plusieurs types de trajectoires, notamment la trajectoire rectiligne et la trajectoire circulaire. D'après vous, ici, qui est la trajectoire rectiligne, qui est la trajectoire circulaire? A priori, c'est une question assez simple pour l'instant. Et là, ça va commencer un peu à se compliquer. Donc ici, vous observez une joggeuse passer en étudiant le mouvement de la hanche et uniquement le mouvement de la hanche par rapport au sol. Comment appelleriez-vous cette trajectoire? Donc si on regarde son mouvement, donc elle court de la droite vers la gauche, le mouvement de la hanche. Est-ce que c'est une trajectoire qu'on peut appeler circulaire, rectiligne ou curviligne? A priori, vu qu'elle semble courir en ligne droite et que sa hanche reste toujours à une distance à peu près constante du sol, on va appeler cette trajectoire rectiligne. En effet, si tous les points de la hanche, ici on le voit sur le dessin, sont reliés entre eux, on observe une droite quasi parfaite. C'est la définition d'un mouvement rectiligne. Un jeune homme lance sans élan une boule de bowling. Plusieurs photographies sont prises à des temps successifs. En étudiant le mouvement de la boule par rapport au sol, comment appelleriez-vous cette trajectoire? Donc on a la première photo où la boule se trouve ici, la deuxième là, la troisième et la quatrième. Donc là, de la même façon, il faut que vous fassiez un travail d'imagination. Si jamais on mettait les 4 photos les unes sur les autres, quel serait le mouvement de la boule de bowling? Est-ce qu'il serait circulaire, rectiligne ou curviligne? On va le voir juste après. En fait, il est circulaire.
Si on superpose en mettant comme point fixe l'épaule du joueur, on voit bien que la boule a un mouvement, a une trajectoire qui est circulaire puisqu'elle reste toujours à une distance constante de l'épaule du joueur. Et enfin, lorsque la trajectoire n'est ni rectiligne ni circulaire, comme on le voit ici sur la trajectoire du ballon de basket par rapport au sol. Comment est-ce qu'on appelle ces trajectoires? On dit en fait que la trajectoire elle est curviligne, ce qui signifie que la trajectoire suit une courbe quelconque, qui n'est pas donc un cercle et qui n'est pas non plus une droite. Donc dans votre cahier, je vous laisse reprendre la page où vous aviez écrit à l'activité précédente le bilan, ce qu'il faut retenir. Si, je sais que je vous l'ai demandé. C'est très bien qu'il y en a qui ne l'ont pas fait, mais... Donc vous reprenez dans votre cahier cette page-là, et vous écrivez à la suite, puisque ça fait partie de la même leçon, du même chapitre, vous allez écrire ce qu'il faut retenir de cette activité-là. Donc la définition importante, la trajectoire représente l'ensemble des positions successives occupées par un objet au cours du temps. Et donc on a vu qu'il existe 3 types de mouvements selon la trajectoire. Si la trajectoire est une droite, le mouvement est appelé rectiligne. Si la trajectoire est un cercle, le mouvement est appelé circulaire. Et enfin, si la trajectoire est une courbe quelconque, le mouvement est appelé curviligne. C'est la fin du module. Prenez bien soin de vous.